Donc effectivement, je vais enchaîner sur le même personnage. Pour tout vous avouer, on ne s'est absolument pas coordonné avec mes collègues précédents, et notamment avec Jean-Jacques Ducpot. Mais bon, il se trouve qu'effectivement, je vais essayer de développer une présentation complémentaire à celle qui a été faite, et d'autant plus complémentaire que j'avais prévu initialement de ne pas ou de très peu aborder les stages Maurice Baquet, qui la plupart du temps sont l'angle d'approche de Robert Méran, en oubliant un petit peu tout le reste en fait. Alors vous avez vu, j'ai modifié le titre de la communication de manière un peu provocatrice, puisque je pense que Robert Méran est probablement l'un des personnages les plus connus du second XXe siècle en éducation physique. Euh, Notamment par les étudiants qui se préparent au concours de l'enseignement secondaire, mais pas que. Il suffit d'ouvrir n'importe quel livre, et je suis sûr de ne pas me tromper, pour au moins trouver une occurrence de Robert Méran. Donc c'est vraiment un personnage quasi iconique du second XXe siècle. Et d'ailleurs, ma conclusion interrogera la construction d'une mythologie autour du personnage, mais on y reviendra. Un illustre inconnu, parce qu'effectivement, comme je le disais à l'instant, la plupart du temps, il est appréhendé par les stages. Souvent, il est attaqué comme étant un sale coco communiste. Mais finalement, sa réflexion, son parcours, sa démarche sont rarement évoqués, sont rarement analysés. Et c'est un petit peu, ce à quoi je me suis attaqué pour cette présentation. Alors, je le disais à l'instant, effectivement, Robert Méran est souvent une personnalité clivante. Certains ont écrit, ça a été aussi mis en évidence, son affrontement ou son pseudo-affrontement, parce que je ne suis pas sûr qu'il y ait eu un affrontement fondamental entre lui et Jean Lebouche, ou entre lui et Pierre Parlebas. C'est-à-dire qu'on a voulu polariser un petit peu le champ de l'éducation physique sans que cette polarisation... Enfin, moi, je n'ai pas trouvé d'éléments fondamentaux qui montraient que Méran était en opposition frontale aux conceptions développées par Jean Lebouche. J'ai même trouvé des articles de Robert Méran qui saluaient les travaux de Lebouche et qui adhéraient au moins en partie à ces propositions. Donc la fameuse opposition réalisme et formalisme qu'on retrouve régulièrement, en fait, elle n'est pas si opposée que ça, quoi. Donc ça mérite aussi d'être interrogé. C'est une piste que j'ouvre évidemment en 20 minutes, parce que je vais essayer de tenir les 20 minutes, contrairement à mes prédécesseurs. En 20 minutes, c'est... Voilà. Le deuxième aspect, évidemment, pour introduire ma communication, l'autre aspect qui me paraît important, c'est davantage de caractériser un petit peu le processus. Mon collègue tout à l'heure me l'a évoqué. Moi, je suis convaincu que faire de l'histoire, c'est d'abord travailler sur les processus. Donc essayer de trouver le sens des orientations, des engagements des acteurs que l'on peut identifier, et finalement trouver les raisons pour lesquelles, dans l'histoire personnelle ou dans l'histoire collective à laquelle Robert Méran appartient, qui permettent d'expliquer, encore une fois, finalement, les choix successifs qu'il va pouvoir engager et les engagements qu'il va pouvoir avoir. Le troisième élément auquel je suis attaché aussi, que je vais essayer de traiter rapidement, certes, mais quand même, c'est essayer de voir dans quelle mesure Robert Méran est représentatif d'une situation, d'une conjoncture, et finalement, au-delà de sa personnalité, ce que nous dit Robert Méran sur un moment particulier de l'éducation physique, et finalement, n'est-il pas le reflet de parcours divers et variés qu'on retrouve chez d'autres personnages qui sont peut-être moins connus que lui, parce qu'évidemment, il cristallise, mais d'autres que lui, finalement, ont des parcours qui peuvent apparaître proches. Et enfin, le dernier élément auquel je suis très, très attaché, c'est essayer de mesurer les impacts de Robert Méran. Parce que là aussi, on a l'impression que quand Robert Méran apparaît, c'est un petit peu comme la Vierge. Il émerge, il va tout transformer, et puis le champ de l'éducation physique, de manière un petit peu magique, va prendre une orientation qui évidemment l'amènera vers des solutions toutes faites. Et je vais essayer de vous montrer que c'est un petit peu plus compliqué, parce que l'impact de Robert Méran vraiment mérite d'être interrogé, d'être discuté, parce qu'au moins à court et moyen terme, Robert Méran, il n'est pas si important que ça, en fait.
Donc pour essayer de trouver, de répondre à l'ensemble de ces questions, alors évidemment, je me suis attaché à travailler sur les productions de Robert Merran. Alors c'est quelque chose qui est assez compliqué parce qu'autant pour certains acteurs, on les trouve dans un ou deux supports. Hein. On a parlé de la revue de l'UNS ou on parle évidemment souvent de la revue EPS. Alors Robert Merran va écrire dans la revue EPS, mais en fait il écrit dans une très grande diversité de supports. Donc j'ai essayé de m'en saisir. Hein. Je n'ai pas la prétention d'avoir été exhaustif, mais je pense évidemment à tous ces articles dans la revue Sport et Plein Air. Il y en a des dizaines et des dizaines. Des articles dont on ne parle jamais, c'est les articles qu'il fait dans la revue L'École et la Nation, qui est une revue importante. Hein. C'est la revue éducative du Parti communiste français. Auquel il va souvent développer et produire un certain nombre d'articles. Il va évidemment aussi contribuer à toute une série d'ouvrages collectifs. Hein. Donc on voit que évidemment c'est une personnalité qui est plurielle, qui est multiple. Hein. Il évolue dans une diversité de champs parce qu'évidemment il va aussi produire beaucoup dans la presse sportive et notamment dans les organes de la Fédération française de basketball, dans celle de handball à certains moments. Donc voilà, l'appréhender, c'est aussi quelque chose qui est relativement compliqué. Et enfin, évidemment, je me suis appuyé sur des travaux, alors pas sur des travaux hagiographiques. Tout à l'heure, Jean-Jacques a parlé de l'ouvrage de Michel Van de Velde. Moi, je l'ai mis de côté parce que voilà, c'est une célébration du mythe. Hein. Et j'ai dit que ça m'intéressait un petit peu moins. Encore que je me suis surtout appuyé sur le travail peu mobilisé à mon goût, et je trouve ça dommage, de Marianne Borel, qui a soutenu une thèse en 99 à l'Institut d'études politiques de Paris, qui n'a pas été publiée, mais j'ai obtenu sa thèse, et qui fourmille de témoignages hyper intéressants de Robert Merran et de données aussi extrêmement riches. Donc, la carrière de Robert Merran, hein, alors je vous l'ai retranscrit cette fois-ci pas sous forme de frise, je sais pas très bien faire des frises, mais sous forme d'une succession de moments, de dates. Alors, je vous laisserai lire, hein, puis s'il y a une publication, je développerai. Mais tout ça, on n'a pas le temps. Mais il me semble que Robert Merran, voilà, est significatif d'une époque et d'un moment, dans la mesure où il évolue au moins dans trois dimensions, dans trois domaines qui sont assez significatifs. Alors évidemment, le premier élément qui saute aux yeux, je crois, et qu'on oublie souvent chez Robert Merran, c'est son engagement sportif. Hein. Ça a été un sportif de haut niveau. Il a eu des responsabilités après sa carrière de sportif également de très haut niveau. Il a été président de club, il a dirigé des commissions au sein des fédérations dans lesquelles il a investi. Pas que la FSGT, la Fédération française de basketball aussi, mais pas que. Donc voilà, il a cette casquette sportive qui est extrêmement significative. Et celle-là, moi j'insiste beaucoup parce qu'elle est aussi significative de son temps. En fait. C'est-à-dire que ce n'est pas le seul. D'autres acteurs dont on ne parlera pas durant ces 2 jours, mais qui sont aussi importants et connus, ont eu cet engagement au même moment. Et je crois que c'est décisif aussi pour comprendre l'orientation de l'éducation physique du second XXe siècle, tel qu'on peut l'analyser. L'espace sportif a été un espace de socialisation, à mon sens, décisif pour Robert Merran. La deuxième entrée, le deuxième volet important, évidemment, c'est tout ce qui renvoie à son engagement dans le domaine des formations. Là aussi, j'y reviendrai dans quelques minutes. Alors évidemment, vous le voyez, très significatif de sa génération, c'est un instituteur, Robert Merran, on l'oublie parfois. Donc mais c'est quelqu'un qui a probablement, il le dit assez régulièrement, la pédagogie chevillée au corps. Ça permet aussi d'expliquer pourquoi ultérieurement, 20 ou 30 ans plus tard, il va autant s'attacher à conceptualiser, à mieux comprendre les processus pédagogiques. Et lui qui est souvent considéré comme étant le père de la didactique moderne, probablement l'origine de son intérêt à cet égard se situe dans ses premières années lorsqu'il devient étudiant à l'école normale d'instituteurs de Clermont-Ferrand. Et évidemment, tout son passage à l'ENSEPS, jeunes gens, dont a évoqué quelques bribes tout à l'heure Jean-Jacques Dupont, va être un moment très structurant.
Il fait un détour comme enseignant au lycée Buffon. Alors, je ne l'avais pas percuté, mais j'ai vu tout à l'heure que Maurice Baquet était aussi passé 20 ans plus tôt au lycée Buffon. Pour quelqu'un qui va donner le nom de stage Maurice Baquet à sa principale initiative, à l'œuvre de sa vie en fait, je trouve que ça interroge. Il y aurait peut-être une recherche à faire dans les archives du lycée Buffon d'ailleurs. Donc voilà. Alors évidemment, hein, on connaît l'histoire. Il se serait fait sortir de l'ENSEP parce que pour ses affinités politiques, on peut aussi avoir d'autres hypothèses. Et enfin, évidemment, c'est son engagement militant. Puisqu'on le voit, il adhère assez vite à la FSGT, il est membre du Parti communiste français. Il a toute une série de responsabilités, mais je le dirai, enfin je le répéterai après, mais je le dis dès maintenant, je crois qu'on a beaucoup focalisé sur son affinité communiste, qui est importante, hein, parce que ça l'a conduit aussi à se socialiser à l'égard d'un certain nombre de choses. Ça lui a donné une armature idéologique assez solide. Mais je suis de plus en plus convaincu au fil des lectures que j'ai pu faire et que je vais sûrement continuer, que Robert Méran n'est pas vraiment un idéologue, comme on pourrait le considérer. Mais j'y reviendrai tout à l'heure. Et puis, évidemment, dans la dernière partie de sa carrière, hein, il est nommé à l'Institut national de recherche pédagogique, où il finira sa carrière, période que je ne vais pas du tout traiter aujourd'hui, parce qu'évidemment, il y aurait beaucoup trop de choses. Donc, Robert Méran, pour rentrer un petit peu dans le détail, dans le vif du sujet, hein, je le disais aussi tout à l'heure, c'est quelqu'un qui impulse un changement. Enfin, il porte un changement, mais lui-même en impulse un certain nombre, hein. On le voit notamment avec la position ou le témoignage plutôt d'Yvon Adam, qui lui, pour le coup, est un idéologue. Et c'est pas une critique que je fais, hein, c'est absolument respectable, mais il n'est pas du tout sur le même registre que Robert Méran. Et on le voit, pas Robert Méran, mais Yvon Adam considère que lorsqu'il rentre à l'ENSEPS Jeunes gens en 1949, c'est quelqu'un qui apporte beaucoup, notamment en matière pédagogique, en matière technique également aussi probablement. Mais le changement, on le voit aussi, c'est que ce que perçoit Yvon Adam, c'est que c'est quelqu'un qui manifestement l'un des premiers, qui réfléchit tout autant en termes de transformation pédagogique d'une discipline, mais également en termes de projet de société. Il y a une vision sociale dans les actions qu'il mène, manifestement dans les cours qu'il dispense auprès de ses étudiants, qu'ils perçoivent assez rapidement et qui permettent de donner aussi un nouveau sens à l'éducation physique. Alors probablement, cette idée de projet de société qui est très présent quand ces étudiants parlent de lui, conduit à, comme je le disais tout à l'heure, à s'interroger sur sa position d'idéologue. Je le disais aussi tout à l'heure, j'en suis pas véritablement convaincu, dans la mesure où c'est quelqu'un qui systématiquement s'attache à comprendre, à analyser, à étudier les procédures pédagogiques, à expérimenter, c'est un mot qui est très régulièrement utilisé dans ses écrits, et finalement les conséquences sociales de ces orientations pédagogiques ne sont présentes que dans un second temps en fait. Quand on compare les travaux de Robert Méran avec, je le disais tout à l'heure, avec les travaux d'Yvon Adam, mais je ne vais pas y revenir, mais avec d'autres travaux, je pense par exemple aux travaux de Jacques Rouillet, qui va évidemment, avant d'avoir ses responsabilités politiques, va aussi essayer d'être dans une logique d'expérimentation pédagogique. On n'a pas du tout le même type de rhétorique, de structuration intellectuelle chez Jacques Rouillet. Véritablement, c'est d'abord le politique qui détermine les modes pédagogiques développés. Chez Robert Méran, c'est vraiment une volonté de comprendre et de viser une certaine efficacité pédagogique dans les actions et dans les dispositifs, je cherche le terme, dans les dispositifs qu'il souhaite mettre en œuvre et qu'il souhaite généraliser, généraliser notamment dans le domaine scolaire. Ces orientations pédagogiques, évidemment, sont portées, reposent sur une conception du sujet à former, elle aussi, qui est extrêmement claire. Alors,
peut-être que sur ce volet-là, les choses sont plus connues, sont plus classiques. Hein. C'est-à-dire que forcément, dans la droite ligne de Maurice Baquet, mais de manière beaucoup plus conceptualisée probablement, l'individu est d'abord et avant tout un être de culture. Il faut armer culturellement les individus, donc les jeunes, notamment les enfants qui sont confiés soit dans les clubs ou soit dans l'école, pour leur permettre ultérieurement de s'émanciper. On ne peut être émancipé qu'à condition qu'on ait une culture diversifiée, plurielle, qui nous permette de se situer dans des environnements complexes et d'agir évidemment pour transformer le social. Donc forcément, la culture, ce n'est pas uniquement une addition d'ouvrages, de peinture, enfin une culture traditionnelle, je dirais, plutôt sur un mode conservateur. La culture intègre l'ensemble des manifestations humaines chez Robert Méran, et le sport doit acquérir ce statut culturel. Et forcément, je pense notamment à Geoffre Dumas-Zedier, avec lequel, évidemment, au sein de Peuple et Culture, il va travailler. Il est un réseau, ce Robert Méran. Naturellement, ça participe aussi à donner un sens nouveau à la pratique sportive et aux activités sportives, qui intègrent le processus d'humanisation et naturellement qui participe comment dirais-je, à se détourner d'un modèle classique, le modèle de l'éducation physique porté par les méthodes, parce que Robert Méran incarne aussi la fin des méthodes en éducation physique, avec d'autres, certes, avec Maurice Baquet notamment, mais ils ouvrent de nouvelles perspectives. C'est plus des systèmes fermés, mais c'est davantage des conceptions qui s'enrichissent au fil du temps. Alors, dans la dimension culturelle, évidemment, il y a un point qui cristallise toutes les attentions, c'est la technique. La technique sportive en particulier, qui là aussi a pu faire l'objet de certaines polémiques lorsqu'on a parlé ou lorsque certains se sont positionnés à l'égard de Robert Méran. Alors, premier élément, vous le voyez, j'ai repris une prise de position de Robert Bunel. Alors, je ne suis pas basketteur, mais il y en a dans la salle. Busnel, pardon. En plus, voilà, je prononce mal son nom de famille, mais Robert Busnel, c'est probablement l'un des très grands noms du basket français du second XXe siècle, qui connaît très bien Robert Méran, puisqu'en fait, il a coaché. C'est là où je vous disais, la socialisation primaire dans les instances sportives a été importante. C'est par exemple, il a joué avec Flouret, qui va devenir directeur de l'OSU. Évidemment, il a collaboré avec Frézo. Enfin, voilà, il s'est entouré. Et au fil de ses expériences, évidemment, il a rencontré des personnes extrêmement importantes, extrêmement structurantes pour son avenir. Donc, vous le voyez, Busnel positionne Robert Méran comme un innovateur, comme un pionnier en quelque sorte. On est au début, dans la première moitié des années 60, comme un pionnier dans le rapport à la technique. Alors là, évidemment, plutôt dans le domaine fédéral, dans le domaine de la Fédération française de basketball. Et on le voit, lorsque Robert Méran réfléchit, essaye de conceptualiser, alors cette fois-ci, une dizaine d'années plus tard, justement dans dans cette fameuse revue L'école et la nation, il revient sur son rapport à la technique, en considérant que ça ne doit pas être une simple acquisition instrumentale, mais ça doit être une manière d'agir, de transformer les aspects relationnels, les aspects humains, etc., etc. Donc la technique, contrairement à ce qu'on pourrait passer chez Robert Méran, n'est pas l'objet essentiel, tout en considérant qu'elle ne doit pas être absente, parce que forcément c'est aussi pour lui ce qui fait le sport. Et enfin, le dernier élément par rapport à cette dimension technique qui est liée, on voit bien chez lui aussi systématiquement, alors là je suis moins d'accord avec l'analyse de Jean-Jacques tout à l'heure, sur le lien entre le sport de haut niveau et l'apprentissage scolaire. Moi, je trouve que c'est une constante chez Robert Méran. Il y est toujours très attaché, et c'est notamment présent aussi dans le sport de l'enfant, sur lequel je vais revenir tout à l'heure. Donc,
des prises de position, un positionnement particulier. Ce positionnement aussi, il est marqué par une certaine forme de marginalité. Il me reste 5 minutes, ok, mais j'ai plus que 35 diapos, je plaisante. Donc cette marginalité, elle est aussi importante à souligner, dans la mesure où, évidemment, à l'ENSEP, au moins au début, il est très isolé. Il ne fait pas l'unanimité, même si certains de ses étudiants, on l'a vu tout à l'heure, adhèrent à ses positions. À l'ENSEP, il n'y a pas de structure d'expérimentation, il n'y a pas de structure de recherche. Son engagement politique, on l'a vu en 48, il va au PC, enfin en 49, il va au PC, donc forcément, il ne s'engage pas. Donc ça dérange un petit peu aussi les tenants de l'ENSEP, qui sont plutôt de notre bord politique, au moins à cette époque-là. Et du coup, en fait, s'il va à la FSGT, notamment, en fait, c'est par nécessité. C'est-à-dire qu'on peut faire l'hypothèse, on peut faire une histoire à rebours, en considérant que si à l'ENSEP, il y avait vraiment eu un laboratoire de recherche qui lui avait proposé des conditions d'expérimentation, il n'est pas certain que la FSGT ait eu un rôle aussi important dans le travail et dans le parcours de Robert Méran. On l'oublie aussi souvent, on parle tout le temps de la FSGT, mais je l'évoquais en introduction, il est omniprésent dans les fédérations sportives olympiques. Il publie beaucoup, il entraîne, il est président de club. Donc en fait, il fait toujours des allers-retours entre les fédérations sportives olympiques, la FSGT, l'école, les réseaux communistes, et systématiquement, évidemment, il revient sur ces différentes dimensions. Puisque je manque de temps, je vais avancer sur les impacts, puisque j'ai dit que c'était quelque chose auquel j'étais attaché. Donc ça devait venir après quelques éléments sur les stages Maurice Baquet. Donc quels sont les impacts des positions de Robert Méran, notamment dans les années 60 ? Alors, vous voyez, premier point sur les stages Maurice Baquet, dont on a l'impression souvent, encore une fois, qu'ils vont tout bouleverser, ils vont tout changer. On le voit notamment avec les chiffres, quand on se situe à la fin des années 60, moins de 5% des enseignants en poste ont suivi les stages Maurice Baquet. Donc on ne peut pas dire que l'impact à court moyen terme soit quand même phénoménal. Et il est très probable de considérer que beaucoup d'enseignants ne se sont pas forcément sentis concernés lorsqu'il y a eu des propositions émergentes des stages Maurice Baquet. Le deuxième élément, c'est la manière dont les stagiaires ont vécu les stages Maurice Baquet. Alors j'ai retrouvé des témoignages, notamment dans la revue Sport et Plein Air. Il y a une rubrique de courrier des lecteurs, en quelque sorte, qui est toujours très intéressante. Alors, forcément, c'est pas signé, c'est LP, je sais pas qui c'est LP, mais on le voit, en fait, LP, il nous dit que Robert Méran, il comprend rien, en fait. C'est pour lui, ça lui passe au-dessus de la tête, c'est beaucoup trop compliqué. Voyons, on est en 70, mais quand même, donc on est à la fin, on est dans la phase où il est très actif, il est force de proposition. Ce LP, il nous dit, je sais pas ce que vous voulez que je vous dise dessus, parce que j'ai pas compris, en fait. Donc d'autres m'ont aidé à essayer de clarifier ces positions, mais moi, c'est pas mon truc. Donc on peut pas dire que Robert Méran a été une béquille vraiment importante, encore une fois, à court terme, je dis bien à court terme, de l'enseignement de l'éducation physique. Alors pourquoi ? Je crois qu'il y a un problème de décalage de génération, un décalage en termes de formation. Les conceptualisations de Robert Méran, sont probablement peut-être trop modernes, trop en avance, trop complexes par rapport à l'état de formation des enseignants en poste à cette époque-là. Je crois qu'on trouvera le même cas de figure, notamment avec Pierre Parlebas ou Jean Lebouche, sur la réceptivité, évidemment, de leur conceptualisation, de leurs propositions pédagogiques. Pour conclure, excusez-moi, c'est un peu décousu, mais voilà, c'est un manque de temps. Je disais tout à l'heure, en conclusion, je voulais souligner, tenter peut-être une construction mythologique du personnage. Vous voyez, une construction mythologique en 6 moments, en fait, en 6 temps, et qui peut-être permet de comprendre pourquoi cet illustre inconnu est devenu un incontournable de l'éducation physique du second XXe siècle. Vous voyez, l'ascension, un petit peu... Comme dans les personnages divins, on monte au sommet d'une montagne ou d'une colline. Donc l'ascension, c'est tout le volet formation, c'est qui est souvent célébré comme étant un moment important, et il y fait souvent référence. L'incarnation disciplinaire, Méran incarne l'éducation physique, notamment il incarne une éducation physique qui se veut fragilisée, que personne n'aime, il est exclu de l'ENSEP.
donc l'institution centrale de l'éducation physique des années 50. Donc quelque part il y a cette dimension-là. Il n'est pas que Robert Méran, il n'est pas que de la pédagogie, il n'est pas que de la pratique, il est la discipline lui-même en quelque sorte. Le troisième moment, c'est l'élaboration théorique, hein, donc on en a parlé aussi tout à l'heure, hein, avec le sport de l'enfant qui semble le résumer. J'avais prévu d'en parler un petit peu, mais le sport de l'enfant, c'est quelque chose qui est compliqué. Hein. C'est ni une focalisation sportive, ni une focalisation infantile. Hein. Et infantile, c'est une approche qui se veut respectueuse de ces deux volets, sans privilégier l'un par rapport à l'autre. Le quatrième moment, évidemment, la référence incontournable, les fameux stages Maurice Baquet, qui encore aujourd'hui font référence avec les productions, les mémentos de la FSGT et d'autres publications. Le cinquième moment, c'est le retour sur le terrain, et c'est les années 60, c'est la formation continue dans laquelle il va être extrêmement moteur actif. Il le dit lui-même, et on a beaucoup de témoignages à ce niveau-là. Dans la seconde moitié des années 70, il va faire plusieurs fois le Tour de France tous les ans, en fait. Donc, il va porter la bonne parole. Je vous dis, je trouve qu'il y a une forme de sacralisation, une parole quasiment divine. Et enfin, évidemment, la reconnaissance académique, avec sa nomination à l'INRP, lui qui n'est pas universitaire, lui qui n'a pas fait de thèse de troisième cycle, contrairement à d'autres personnages importants de sa génération. On parlera demain de Pierre Parlebas, mais pas que lui. Lui, il n'en a pas, et pourtant, l'Institut national de recherche pédagogique reconnaît manifestement son apport et le nomme jusqu'à la fin de sa carrière, jusqu'à sa retraite, comme titulaire de cette quasi-chaire dans cet institut. Je vous remercie et je suis attentif à vos remarques et vos questions.